Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement à l'écoute de vos plaintes et dénonciations. Une cellule d'analyse et de traitement de ces plaintes a été notamment créée à la présidence de la République. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Riposte contre la COVID-19. Les micros et petites entreprises reçoivent l'appui du gouvernement. Les bénéficiaires de Comer, de Candi et de Porto Novo saluent ce soutien de l'exécutif béninois. Et puis le parti Moël Bénin se consolide. Le mouvement des engagés pour la restauration de la cité a fait son ralliement à ce parti qui affûte déjà ses armes dans la perspective des législatives de 2023. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part directement pour la Marina. Dans sa détermination à lutter contre l'impunité, le gouvernement a créé à la présidence de la République une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. C'est à suivre dans le Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier, sans oublier entre autres l'abrogation du décret portant création du CNDS et ses démembrements, puis l'agrément de 3 sociétés au code des investissements pour divers projets. L'essentiel du Conseil des ministres, c'est avec le porte-parole du gouvernement. Regardez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 janvier 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. En dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance, ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent, des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. Aussi, le gouvernement, dans sa détermination à lutter contre l'impunité, aux fins de préserver les finances publiques, a-t-il pris de nouvelles mesures pour la détection des actes répréhensibles et leur poursuite en soutien aux structures existantes et dans le respect des tests en vigueur. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la mise en place, à la présidence de la République, d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou dénonciations à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Un tel dispositif permet également de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les principales attributions de la cellule sont analyser les plaintes et dénonciations, ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, inciter les citoyens à surveiller la reddition des comptes par les personnes investies d'une parcelle de responsabilité, mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption, proposer les modalités de poursuite pour chaque cas, renseigner sur les suites données aux plaintes et dénonciations avérées. Le secrétaire général de la présidence de la République et le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation veilleront à l'opérationnalisation de la cellule. En point 2, abrogation du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, CNDS, et de ses démembrements. À l'issue de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales, il a été mis en place la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective regroupant tous les acteurs concernés par le dialogue social, aussi bien ceux du secteur public que ceux du privé. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ses attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue,
d'abroger le décret créant ce conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. Au chapitre des communications. En point 1. L'agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets. 3 nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et du numérique, avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés. Il s'agit des sociétés Solo Industrie Sarl, au régime A, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Semekpoji. Isocel SA, au régime des investissements spécifiques pour le déploiement d'un réseau de fibres optiques de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs, puis Grand Moulin du Bénin SA, au régime des investissements spécifiques pour la construction et l'exploitation de silos de stockage de blé au port autonome de Cotonou. En point 2, extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée. La vocation de ce programme est de contribuer à la démocratisation de l'éducation en favorisant l'égalité des chances, le maintien des enfants à l'école, l'amélioration des taux d'inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural, de même que les zones confrontées à des difficultés d'accès à l'école. Au 31 décembre 2020 déjà, la couverture moyenne des écoles en cantine scolaire était de 54%. Il ressort des évaluations effectuées que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu plus d'amélioration dans les écoles qui en sont pourvues que dans celles qui n'en disposent pas. Un tel constat conforte le gouvernement dans sa volonté de poursuivre et d'étendre l'alimentation scolaire à d'autres écoles pour atteindre les 100% de couverture afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et d'assiduité des apprenants. C'est pourquoi le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards 850 millions 98 115 francs CFA pour les 5 prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions 210 000 francs CFA pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards 241 millions 510 000 francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards 10 millions de francs CFA pour chacune des 3 années suivantes. En point 3, le compte-rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Il ressort du dit compte-rendu que la rentrée des classes s'est globalement bien déroulée partout, sauf à des endroits particuliers isolés. En ce qui concerne les écoles à cantine, les rations ont été mises en place à temps et les réfectoires fonctionnels dans la majorité des établissements. Cependant, il a été constaté des cas de détournement de vivres dans des établissements des communes de Ségouana, Adjawere et Tanguieta. Le Conseil a instruit le ministre des Enseignements maternels et primaires de prendre, avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le compte-rendu. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Jeddah en Arabie Saoudite et à Islamabad au Pakistan, aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Je vous remercie.
Autre actualité ce soir, près de 350 milliards de francs CFA sont prévus pour le développement et la modernisation de sous-secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Quels sont alors les chantiers à exécuter sur cette période? Les détails dans cet élément que nous propose Marcela Rossi. Nous avons des interventions sur l'ensemble du territoire. Pour sa transformation et sa mise en cohérence avec les autres secteurs de l'éducation et de la formation, une attention particulière est aussi accordée à l'enseignement supérieur dans le programme d'action du gouvernement, dont l'exécution a démarré. Entre 2021 et 2026, il est prévu la mise en place d'un programme spécial de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. En termes de réforme, la réforme du régime de gouvernance de nos universités et qui prend en compte un certain nombre d'éléments, notamment le statut particulier du personnel enseignant, également la mise en place d'un mécanisme d'évolution hors hiérarchie et de maintien en activité des enseignants après l'âge limite d'admission à la retraite. Il y a également, dans le sens de mettre au cœur de notre système au niveau du supérieur la prise en compte des matières, des filières scientifiques, d'instituer des bourses qui permettraient de favoriser plus les apprenants à aller dans cette direction-là pour pouvoir soutenir tout ce qui se fait en termes d'ingénierie, en termes également, on a parlé de développement industriel et un certain nombre de choses. Toujours au titre des réformes, il est dans le domaine de la recherche et de l'innovation prévu d'instituer des mécanismes qui permettent une meilleure incitation au niveau de l'ensemble des universités et des laboratoires de recherche en synergie avec ce qui va se développer et qui a commencé d'ailleurs au niveau du programme de CMS-City. Il y a également une réforme majeure qui concerne la délégation des prestations des œuvres universitaires en lien avec le secteur privé pour permettre que nos étudiants dans nos universités publiques bénéficient de meilleures conditions, de meilleurs services qui leur permettent réellement d'être dans la philosophie de l'enseignement et de la formation afin que, après leur cursus, nous puissions, être sûrs d'avoir ce que j'appellerais de bons produits qui pourraient servir l'économie nationale. Entre autres projets qui découlent de ces réformes, il sera question de construire et d'équiper de nouveaux centres universitaires, de renforcer les infrastructures sociales, de réaliser le centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement et de développer la cité internationale de l'innovation et du savoir. L'enseignement, la formation, la recherche, l'innovation. L'exécution de tous ces projets devrait s'effectuer en concertation avec les acteurs du privé et du public sous la supervision du Conseil national de l'éducation pour une université moderne et de développement. Et on part directement pour le ministère des Affaires étrangères. 2 nouveaux ambassadeurs au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération ce mercredi. Elles viennent respectivement de la Suède et du Canada en attendant de transmettre leurs lettres de créance au président de la République. Les copies figurées ont été présentées au ministre en charge de la coopération. Déjà, elles se disent très satisfaites d'être au Bénin. On les écoute au micro de Marcela Rossi. Je suis très contente d'être ici. Je suis sûre qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble. Entre autres, la Suède est un des pays dans le monde qui a fait tellement pour la promotion de la femme dans la société. Aujourd'hui, je félicite le ministre des Affaires étrangères pour tout que ce gouvernement a déjà fait pour la promotion de la femme, pour la protection de la femme. Les gens sont très accueillants et je me sens très bien ici et je suis très contente d'être nommée l'ambassadeur du Canada auprès de Bénin et j'espère que je peux retourner plusieurs fois. Je suis ma résidence est à Ouaga, mais je vois que le Bénin, il y a beaucoup d'opportunités de travailler ensemble. Et on parle de cet appui du gouvernement
pour riposter à la Covid-19. Dans les départements du Mono et du Koufo, certains artisans, commerçants, tenanciers de bars et promoteurs d'hôtels ont également touché à l'aide au Covid-19, une initiative du gouvernement. Patrice Talon, Patrick Ayadji et Evari Zomaou ont recueilli pour vous les témoignages de certains bénéficiaires rencontrés à Komé, Lokossa et à Ploaroué. On les suit. Fonds Covid, moi aussi je suis parmi les gens. J'ai pris une somme de 261 500. Je demande encore au gouvernement de penser aussi à ceux qui n'ont pas encore pris. On n'a jamais vu ça dans la vie. Et là, les présidents qui sont passés, mais on n'a jamais vu. Je remercie beaucoup le gouvernement béninois, le gouvernement de Talon, qui a pensé aux artisans et tous ceux qui font quelque chose. Quand j'ai reçu la nouvelle, le message est arrivé, j'ai eu un peu de retenue. J'ai dû appeler certaines personnes qui m'ont dit non, que c'est réel. Et là, je suis allé pour donner les renseignements. Au début, j'ai hésité beaucoup à donner les renseignements. Maintenant, quand j'ai eu la confirmation que c'était réel, j'ai donné les renseignements et ça a donné. Je les remercie beaucoup parce que c'est un effort louable qu'il faut vraiment féliciter. Et je vais leur demander de continuer dans ce sens, surtout que le président a dit que cette année, son mandat sera un mandat hautement social. Je pense que ça fait partie aussi du social que nous sommes en train de toucher du doigt. C'est vrai que la situation est difficile économiquement, mais quand de l'argent arrive comme ça, et au moment où vraiment on en a vraiment besoin, je pense que c'est une bonne chose et il faut encourager le gouvernement dans ce sens-là. Je suis heureuse, contente à tout ce qu'on m'a fait. Les sous qu'on m'a remis pour le Covid-19, je voudrais dire à tous ceux qui ne croient pas que c'est la vérité. Moi, j'ai reçu ma part. Je remercie surtout le président, M. Talon, que tout ce qu'il nous a fait, Dieu va le garder pour l'éternité. Voyons également ces bénéficiaires qui se trouvent dans la Liborie. Les responsables d'entreprises continuent de bénéficier des mesures gouvernementales d'appui aux entreprises pour amoindrir le choc causé par le Covid-19. Dans la Liborie, ils sont nombreux à rentrer déjà en possession des fonds Covid. C'est tout heureux qu'ils expriment leur reconnaissance au chef de l'État dans ce reportage de Baudelaire Kanchede et Judika Elayena. L'avènement de la pandémie du Covid-19 a causé d'énormes pertes aux petites et moyennes entreprises. Et c'est pour soulager les patrons de ces PME que le gouvernement a initié les fonds Covid, lancé une nouvelle mesure d'appui à ces entreprises. Marie et Faïza font partie des bénéficiaires de l'appui dans la Liborie. On a dû remplir quelques formalités. J'étais ici à Kandi. C'était un soir comme ça, quand j'ai bénéficié de 218 500. J'avais cru que c'était les arnaqueurs qui m'ont envoyé ces messages, dont je n'ai pas cru premièrement. C'est après maintenant, le lendemain, j'ai vraiment vérifié mon compte. J'ai vu que c'était les fonds Covid. Ce fonds m'a permis d'acheter quelques trucs qui me manquent. J'ai quelques besoins ici. J'ai pris un congélateur neuf. Je dis merci beaucoup au gouvernement pour ce geste. Ça nous a beaucoup aidé. Ago a dossier sama Covid-19 mwen fononga. Ya amongo goromono. J'ai envoyé des dossiers au sujet de la subvention par rapport à la Covid-19. J'étais assise quand mon portable a sonné. J'ai constaté que c'est de l'argent qu'on m'a envoyé. Que sa gouvernance perdure. Joseph est maître menuisier à Kandi. Sceptique à l'annonce de la mesure, plus de doute à son niveau désormais, surtout après avoir reçu l'argent. J'ai rempli les formalités en ligne et puis un jour on m'a appelé pour dire que mon numéro a été pris en compte. Et bizarrement j'étais là seulement, mon portable est sonné et je regarde, j'ai reçu les fonds de Covid. 261 000 francs. C'était vraiment une joie, je ne m'attendais pas à ça, j'entendais des gens parler de ça mais je n'y crois pas. Mais quand j'ai vu, j'ai dit c'est pas vrai.
Et je suis parti vérifier effectivement. Et c'est là, effectivement. J'ai d'abord payé mon impôt. Quelques instruments qui sont aussi usés, j'ai pu les remplacer. Par exemple, j'ai acheté meule, j'ai acheté 6 circulaires portatifs. L'instrument que j'ai travaillé tout à l'heure aussi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Je vais dire simplement merci au gouvernement, comme on le dit dans ma langue. Celui qui a fait du bien, c'est la salutation que ça récompense. Cette mesure de riposte anti-Covid est unanimement saluée dans le département de la Liborie. Les chefs d'entreprise rencontrés confient que cette aide du gouvernement permet à leur entreprise de rester compétitive. Voyons cette aide du côté de la Liborie à la faveur de la deuxième vague de cette aide du gouvernement. Quelques bénéficiaires de Porto Novo livrent ici leurs impressions au micro de Calvado Arwanou et Nathalie Doris Olabi. Je suis très content d'avoir reçu une telle aide. Je n'y croyais pas jusqu'à ce qu'un matin, je constate une somme de 261 500 francs sur mon compte et qu'on me rassure que c'est une aide de l'État. Ça a été un soulagement et un bonheur pour ma famille et moi. Vraiment, je remercie le président Patrice Talon pour ce soutien à nous les artisans. Que Dieu lui donne la capacité et les moyens de faire plus que ça. J'ai reçu 1 087 400 qui m'a vraiment aidé à boucher les trous. Et vraiment, je remercie beaucoup l'Éternel qui a mis à la tête de notre pays un opérateur économique. On sent encore les douleurs, mais on lui dit merci. Cette aide du gouvernement m'a beaucoup aidé et je suis vraiment très content. Que moi, un ferrailleur, je reçoive comme ça, un beau matin, la somme de 261 500 sur mon compte. C'était une surprise et c'est la direction Move même qui m'a appelé pour m'expliquer et me rassurer de la véracité de la chose. Un grand merci au gouvernement de Patrice. Et puis cette mesure économique pour soutenir les entreprises en difficulté et par la même occasion injecter des ressources dans l'économie pour pouvoir soulager toutes les couches sociales. L'opération continue aujourd'hui. Le directeur général de l'économie fait un point d'étape et invite les entreprises qui n'ont pas encore reçu la subvention de se mettre en règle. Aristide Médenou est au micro de Justin Poguet et Daniel Ada. Vous savez que le monde entier a été frappé par la pandémie de la Covid-19 depuis le début de l'année 2020. Et au Bénin, l'État a décidé d'accompagner les entreprises face aux effets de cette pandémie-là. Et en 2020, l'État a pris 2 séries de mesures pour soutenir les entreprises. Et en 2021, l'État a décidé de poursuivre dans le soutien aux entreprises. Pour la cible, il s'agit des micro et petites entreprises du secteur formel et des entreprises du secteur informel de tous les secteurs d'activité. Lorsque nous parlons de micro-entreprises, nous parlons des entreprises qui ont moins de 10 employés. Lorsque nous parlons de petites entreprises, nous parlons des entreprises qui ont moins de 50 employés et ensuite les entreprises du secteur informel. Donc il s'agit d'un soutien par des transferts monétaires directs en faveur des promoteurs d'entreprises et des employés des entreprises formelles. Alors concrètement, il s'agit d'un montant de 218 000 francs CFA par entreprise informelle, 261 000 pour les micro-entreprises formelles et 1 087 000 francs pour les petites entreprises formelles. Et c'est une mesure qui a commencé le 28 décembre 2021. Et à ce jour, nous avons plus de 20 000 entreprises qui ont été payées, donc qui ont effectivement reçu leur subvention, pour un montant total d'environ 5,5 milliards. Alors il faut dire que la cagnotte totale, c'est 20 milliards. Il y a des entreprises qui ont reçu, donc plus de 20 000 entreprises déjà qui ont reçu, mais certaines n'ont pas encore reçu parce que ce n'est pas encore fini. Pour le moment, l'opération se poursuit avec les entreprises inscrites. Nous avons lancé la campagne d'inscription qui a été
prolongé plusieurs fois. Donc nous considérons pour le moment les entreprises inscrites. Lorsque nous allons avancer, nous allons payer les entreprises inscrites et que nous aurons encore des ressources disponibles, nous allons pouvoir à ce moment ouvrir à nouveau les inscriptions pour prendre de nouvelles entreprises. Nous ciblons avec les inscriptions qui sont déjà faites entre 60 000 et 100 000 bénéficiaires au total. Donc nous sommes seulement à plus de 20 000, donc nous continuons l'opération. Je voudrais lancer un appel d'abord aux promoteurs d'entreprises informelles qui se sont inscrits sur la plateforme et qui n'ont pas soumis ce que nous appelons la lettre de référence. La lettre de référence, c'est une lettre dont le format existe sur la plateforme d'inscription par laquelle une tierce personne atteste sur l'honneur qu'il connaît le promoteur de l'entreprise informelle, que l'entreprise informelle existe vraiment. C'est une lettre indispensable pour le paiement. Je voudrais exhorter les entreprises informelles qui n'ont pas soumis cette lettre à le faire parce que la plateforme est toujours accessible. Pour les entreprises formelles, certains n'ont pas donné de bonnes informations sur le nombre d'employés. Donc les informations sont parfois incohérentes, parfois ne sont pas justes. Je voudrais les exhorter aussi à corriger leurs informations parce que sans cela, ils ne pourront pas bénéficier de la subvention. Donc, c'est possible aujourd'hui encore pour les entreprises inscrites d'aller sur la plateforme et de faire les corrections nécessaires afin de pouvoir bénéficier de la subvention. Voyons à présent cette séance plénière à l'Assemblée nationale. Elle s'est penchée sur le rapport de synthèse de la mission de contrôle de gestion comptable du CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, au titre de l'année 2020. Selon ce rapport, de nombreuses irrégularités ont été constatées. Nathalie Doris-Olavi. La mission d'enquête parlementaire diligentée au Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, au titre de l'année 2020, lève un coin de voile sur son rapport aux députés de la 8e législature. Et selon ce rapport de la Commission des finances de l'Assemblée, beaucoup de dysfonctionnements sont notés dans plusieurs domaines de la structure. Tant sur les comptes de l'entité que sur l'organisation comptable de l'entreprise, la gestion budgétaire et la planification, la gestion des immobilisations et des stocks, la gestion de la trésorerie, la gestion du personnel, la gestion des achats et la gestion des banques. Ces irrégularités ont causé un manque à gagner de plus de 8 milliards de francs CFA à l'État. Quel est le sort réservé aux dirigeants passés, aux personnes qui étaient à la tête du CNCB? J'espère que l'ensemble de ces audits vont quand même permettre de sanctionner les personnes qui n'ont manqué de rigueur dans la gestion. L'autorité doit pouvoir demander aux liquidateurs d'aller plus loin. Parce que la société CNCB paraît comme un tombeau de crimes financiers crapuleux. Il va de soi que nous trouvions les mécanismes qu'il faut pour que le contrôle aille plus loin. Face à toutes ces préoccupations, le président Louis-Yves Lavonou assure de la bonne suite à donner au dossier, surtout que le gouvernement a déjà décidé de la dissolution du CNCB. En retour dans le département de l'Alibori, les locaux de l'arrondissement de Goumori dans la commune de Banikwara sont désormais réhabilités. L'initiative des autorités de la mairie répond à leur ambition de mettre les agents des services territoriaux dans de bonnes conditions de travail. Le nouveau bâtiment a été réceptionné et mis en service. C'est ce que nous dit Baudelaire Kantiédé. Par cette coupure de ruban, le chef de l'arrondissement de Goumori reçoit le quitus pour l'usage de ce bâtiment, une infrastructure entièrement rénovée par la mairie de Banikwara. Nous avons décidé et nous l'avons fait. Aujourd'hui, on a réhabilité entièrement le bureau d'arrondissement de Goumori et nous l'avons équipé pour que le service rendu à nos populations de Goumori soit des services de qualité dans un cadre décent. Ceci entre en même temps dans la droite ligne de la réforme du secteur de la décentralisation qui, dans les prochains jours, va donner encore plus de pouvoir
plus de prérogatives aux arrondissements. Je crois qu'il a vu juste de réfectionner ce bureau parce que les plafonds étaient vraiment branlants. Les tôles étaient également gâtées, l'eau s'infiltrait sérieusement. Aujourd'hui, avec cette mise en service, je crois que nos documents seront bien conservés dans ces bureaux. Les usagers seront bien servis. Je remercie très sincèrement le conseil communal et son président. Cette infrastructure remise au goût du jour grâce au fonds FADEC 2021 vient désormais améliorer le milieu de travail des agents et permettra d'offrir des services de qualité aux usagers selon le conseil communal de Banikwara. Voyons à présent cette clarification. Aucune taxe ni impôt n'a entraîné la hausse des prix des denrées sur le marché. C'est toujours les effets induits par la COVID-19 qui se font ressentir. Suivons les explications du directeur général des impôts reçus ce mercredi par Eman Rodrigue-Amegan sur son plateau de 5 sur 7 matin. Regardez. Vous savez que depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les usines dans les grands pays ont fermé leurs portes. Et lorsqu'il y a amélioration de la situation, les usines ont repris et ont commencé par travailler. Et dans ces conditions, il y a une flopée de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Et ce qui se passe dans tous les marchés, et même dans nos marchés traditionnels, lorsque les demandeurs sont nombreux pour les mêmes produits, ce que fait le producteur ou le vendeur, c'est qu'il augmente ses prix, il monte ses prix. Les moyens de transport internationaux qui existent pour acheminer les produits dans nos contrées de l'Europe ou de l'Asie vers l'Afrique sont suffisamment sollicités. Ce qui fait que les armateurs, les transporteurs également ont augmenté leurs prix. Ça, les commerçants, les importateurs vont vous le dire. Donc, le fret a pris de prix, le fret a augmenté. Et lorsque le commerçant importe et détermine à la fin son coût de revient, il est bien obligé de répercuter cela sur le prix de vente. C'est simplement ce qui se passe. Et ce n'est pas une spécificité du Bénin, c'est comme ça dans tous les pays actuellement. Nous souhaitons simplement que la situation sanitaire puisse s'améliorer pour que les choses rentrent dans l'ordre. Politique dans cette édition, le parti Mouel Bénin se consolide à l'approche des législatives. Le mouvement des engagés pour la restauration de la cité, MEC, a fait son ralliement au parti le week-end dernier. Une alliance qui va permettre de mieux conquérir l'électorat. La cérémonie d'adhésion a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Lénaï Kagwazaou nous en dit plus. Le pacte est désormais scellé entre le MEC et Mouel Bénin. Le mouvement des engagés pour la restauration de la cité officialise ici son adhésion au parti politique que préside Jacques Ayadji. En nous ralliant à Mouel Bénin, ceci grâce au coordonnateur départemental de l'Atlantique du parti Mouel Bénin, M. Alain Mégan. Nous prenons définitivement l'engagement de mettre notre énergie et surtout nos compétences au service du rayonnement de ce parti. Les idéaux et valeurs défendus par le parti Mouel Bénin ont motivé le ralliement de ce jour. À savoir l'éthique, l'intégrité, le patriotisme, l'esprit démocratique. Pour les responsables de Mouel Bénin, les nouveaux adhérents ont fait le bon choix. Le parti Mouel Bénin est totalement en phase avec la vision du président Patrice Talon. Le parti Mouel Bénin est une famille. Toutes les personnes sont acceptées. Les jeunes sont célébrés. La femme a l'espace nécessaire pour pouvoir s'affirmer pour les échéances électorales qui approchent en 2023. Nous vous disons que vous êtes pour nous des alliés sûrs. À l'occasion, les statuts et le règlement intérieur du parti Mouel Bénin ont été remis. Voilà, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.